naissance. Bon, admettons encore que le système du choix soit cantonné au cas de l'embryon. Ça fait déjà beaucoup de choses qu'il a fallu admettre, mais enfin, passons. Même si on admet tout ça, même cantonné au cas de l'embryon, le système ne fonctionne absolument pas. Parce que l'utilisateur a beau dire que chacun pense ce qu'il veut de l'embryon, ce n'est absolument pas le cas. Le chercheur qui a besoin d'embryon pour sa recherche ne fait absolument pas ce qu'il veut. Il doit respecter les conditions légales, remplir des dossiers, se justifier. Il ne fait pas ce qu'il veut. Le couple qui a des embryons congelés ne prend pas ses décisions en fonction de ses convictions personnelles. La loi lui laisse quelques possibilités, il a le choix parmi ces possibilités, mais c'est tout. Donc le législateur, lui-même qui affirme que la question du statut de l'embryon est une question d'opinion, ne tire pas les conséquences de son propre postulat. Est-ce que ça ne manifeste pas que même lorsqu'il ne s'agit que de l'embryon, ce n'est pas une affaire d'opinion? Donc finalement, le débat sur le statut de l'embryon et le débat bioéthique en général aurait beaucoup à gagner à ce que sa finalité soit redéfinie. Au lieu de rechercher à se mettre d'accord sur ce qu'est un embryon, il faudrait accepter de rechercher ce qu'il est. Alors c'est vrai que rechercher ce qu'est un embryon, c'est prendre deux risques. Le premier risque, c'est le risque de se tromper, parce qu'il n'y a pas d'évidence en la matière. Si c'était évident, on aurait beaucoup moins de problèmes. Il n'y a pas d'évidence en la matière. Mais même si le législateur se trompait, la loi au moins serait fondée sur une recherche objective. Le législateur dirait, on pense que l'embryon c'est ça, donc voilà ce que nous allons faire avec lui. Et éventuellement, il faudrait peut-être tâtonner quelque temps avant d'arriver à la réalité, à la vérité sur l'embryon. Mais la loi qui s'impose à tous serait, comme c'est sa nature, fondée sur une recherche objective. Parce qu'aujourd'hui, ceux-là même qui nous affirment que la question du statut de l'embryon relève de l'opinion, finissent par imposer à 60 millions de personnes leur propre avis. Le deuxième risque que l'on prend quand on recherche ce qu'est un embryon, c'est de trouver ce qu'il est. Et à défaut de trouver ce qu'il est, en tout cas, même de rester dans le doute, et on a vu que ce doute suffit au moins à désigner la conduite, la façon dont on doit le traiter. Alors c'est la raison pour laquelle le législateur évite systématiquement la question du statut de l'embryon, mais il aurait tout à gagner à l'aborder de front. Quand bien même on n'arriverait pas tout de suite à une solution satisfaisante, au moins la démarche serait de se rapprocher de la réalité. Et dès lors qu'on cherche à se rapprocher de la réalité, il y a un débat possible. On a la perspective d'arriver à cette réalité, justement. Quand même, la Cour suprême du Canada, je ne sais plus quelle année, a opéré un revirement de jurisprudence à l'unanimité, dans un système de common law, un revirement de jurisprudence de la Cour suprême, c'est pas rien, pour dire que finalement, les femmes étaient bien des personnes. Donc, qu'à cela ne tienne, au pire, on pourrait faire la même chose pour les embryons. Mais on n'est pas obligé de tomber directement sur le bon statut juridique. Bon, on peut espérer arriver directement au bon statut juridique. Mais ce qui est important, c'est la démarche. Qu'est-ce qu'on cherche? Si on cherche ce qui est un embryon, alors là, on a des vraies chances de le trouver. Bon, et en effet, il y aurait un débat possible, là je termine avec ça, parce que si le législateur partait du principe que l'embryon n'est pas une personne, bon, eh bien, on pourrait apporter la contestation, apporter des éléments de discussion. Si le législateur partait du principe que l'embryon doit être traité comme une personne, ceux qui ne sont pas d'accord avec cette proposition pourraient apporter eux aussi leurs éléments de discussion. Mais en l'état, le débat n'est même pas abordé. On n'aborde pas la question du statut de l'embryon. Alors, si la question n'est pas abordée, il n'y a aucun débat possible. Donc, finalement, accepter de rechercher ce qu'est un embryon et renoncer à le décider, c'est le moyen de rétablir le débat bioéthique sur des bases saines et de donner à l'embryon le statut qu'il n'a pas. En ces termes, le débat deviendra compréhensible et on sortira de cette ambiguïté qui rend toute discussion opaque et sans issue. Et il n'y a rien de moins à gagner que le respect comme tel de la personne humaine, et en l'occurrence de toute personne humaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons donc maintenant quelques minutes. On va essayer de prendre un bon quart d'heure pour donc des questions à Madame Milkovic. Ici, et puis une question dans le fond tout à l'heure. Oui, deux questions. Merci pour ton exposé. Que penses-tu de la proposition de Claude Sureau, bien connu, d'essayer de créer un statut spécial pour l'embryon à mi-chemin, enfin je ne sais pas s'il dit à mi-chemin, mais en tout cas entre la personne et la chose. Il parle du statut de l'être prénatal. Et je préfère répondre aux questions une par une, pour ça je ne m'en souviens plus. Alors d'abord celle-là.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une proposition qui est souvent faite de dépasser l'alternative irréductible entre la personne et la non-personne, de renoncer à situer le débat dans ces termes et à créer un statut de l'embryon. En fait, c'est ce que fait le droit actuel. Il y a des règles qui concernent les embryons. Mais c'est une proposition qui semble séduisante, mais qui ne peut pas être retenue pour deux raisons, une raison de fond, une raison pratique. La raison de fond, c'est qu'il n'y aurait pas de fondement, justement, pour ces règles spéciales concernant un embryon. On peut toujours créer un statut de l'embryon, des règles spéciales à l'embryon, mais sur quels critères va-t-on décider d'autoriser ceci ou interdire cela à telle ou telle condition si on ne sait pas de toute façon préalablement ce qu'est l'embryon? On est obligé, même pour adopter des règles spéciales pour l'embryon, de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Et ensuite, une question, et d'ailleurs, il est tout à fait légitime qu'il y ait des règles spéciales de la même manière qu'il y a un droit spécial des mineurs, un droit spécial des handicapés, un droit spécial des commerçants, un droit spécial des enseignants. Bon, il y a beaucoup de droits spéciaux. Donc, étant donné la particularité de la situation de l'embryon, il est normal qu'il y ait des règles qui soient spécifiques à l'embryon parce qu'il a des besoins spéciaux. Mais ces règles spéciales ne peuvent pas suffire à définir un statut. Bon, déjà, pour cette raison que, ne serait-ce que pour adopter les règles spéciales, on a besoin quand même d'une position de fond sur la nature de l'embryon. Et en plus, en pratique, la règle spéciale, comme son nom l'indique, n'a vocation qu'à régir la question spéciale qu'elle traite, que l'hypothèse spéciale qu'elle vise. Donc comment est-ce qu'on procède en pratique? On a une question qui se pose. On recherche s'il y a une règle spéciale. Y a-t-il une règle spéciale? On l'applique. S'il n'y a pas de règle spéciale, on applique ce qu'on appelle le droit commun, la règle générale. J'ai un problème contractuel, un vendeur et son acheteur. Pour résoudre ce problème, je cherche une règle spéciale au contrat de vente. Elle existe, je l'applique. Elle n'existe pas, c'est pas grave, j'applique le droit des contrats, en général. C'est pareil, quand il s'agit des embryons, on cherche, est-ce qu'il y a une règle spéciale? Oui, on l'applique. Par exemple, la femme qui veut implanter les embryons après le décès de son mari. Ça tombe bien, la loi a réglé la question, c'est non. On applique la loi. Mais dès lors que la femme va poser une question qui n'est pas prévue par la loi, qu'est-ce qu'on va appliquer? La règle spéciale ne vaut que pour l'hypothèse spéciale, et la loi ne peut pas tout prévoir. Et si la loi prévoyait tout, ce serait une horreur. Le droit déjà qui est omniprésent, serait encore plus étouffant. Et même si la loi ne peut pas tout prévoir, et lorsque la situation n'est pas prévue par la loi, il faut bien se rattacher à un statut général. Donc le statut spécial de l'embryon, il est de toute façon insuffisant. Et puis en plus, même intellectuellement, puisque la catégorie des non-personnes est résiduelle et a vocation à englober tout ce qui n'est pas une personne, dès lors que le statut spécial n'est pas un statut de personne, qu'on le veuille ou non, ipso facto, il se retrouve un statut de chose. Voilà, donc pour toutes ces raisons, le statut embryon n'est pas satisfaisant en soi et en plus insuffisant pratiquement, parce que, pareil, comme on l'a dit avec les critères d'émergence de la personne, on pourrait renoncer à un système complètement satisfaisant philosophiquement, intellectuellement, dans un souci de pragmatisme. Mais même dans un souci de pragmatisme, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et puis alors, il y a l'article 18 de la Convention d'Oviedo qui dit qu'on n'a pas le droit de créer un être humain génétiquement identique. Et le rapport parlementaire de l'Office des choix scientifiques, justement, semble aller vers un cran au-dessus dans la définition du statut de l'embryon, en disant que si la France devait ratifier cette convention, eh bien, il faudrait dénier le statut d'être humain, et non pas de personne, d'être humain, à l'embryon. Donc là, on irait, il me semble, en prenant l'exemple des Pays-Bas, qui a explicitement dit dans sa loi que l'être humain ne s'appliquait qu'à la naissance. Alors, la Convention d'Oviedo, donc c'est une convention adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe sur la biomédecine, qui est quand même qui contient des dispositions assez protectrices des embryons. C'est la raison pour laquelle la France l'a signée, mais pas ratifiée, ce qui fait qu'elle n'a aucune valeur juridique en droit interne, ce qui est quand même toujours plus pratique pour se laisser une marge de manœuvre. Oui, effectivement, j'étais très intéressée, ça m'a amusé, entre guillemets, de voir ça dans le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui est une structure du Parlement qui est là pour conseiller les parlementaires dans les choix qu'ils ont à faire dans ce genre de matière. Parce que là, on voit l'impasse. Pour l'instant, on n'a pas ratifié la Convention, que de toute façon, en l'état, si on ratifiait la Convention, on aurait peut-être quelques petits soucis avec notre législation déjà. Et ensuite, si le législateur en arrivait à dire que l'embryon n'est pas un être humain, là, le système juridique est un système conceptuel, c'est quand même un système de fiction. Mais là, on sortirait la fiction, on rentrerait dans la science-fiction, parce que le droit, c'est de la fiction qui est en contact avec la réalité. Le but du système juridique, c'est d'organiser la vie réelle. Donc là, ce serait du système complètement déconnecté de la réalité. Je ne sais pas quel peut être l'avenir d'une telle réglementation, mais en tout cas,
en l'état, je ne sais pas tellement ce qu'on a à perdre. Qu'est-ce qu'on ferait de plus à dire l'embryon est une chose? On congèle les embryons, on les décongèle, on fait de la recherche avec. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire vraiment de plus. Donc, à la limite, je me demande s'il ne vaudrait pas mieux carrément en être acculé au point de dire, bon, si on veut faire ça, il faut dire que l'embryon est une chose. Et alors là, au moins, on aurait un système dans lequel, si on avait accès au débat, on pourrait se débrouiller pour avoir accès au débat, on pourrait argumenter. Donc malgré tout, si on devait arriver à poser la question en ces termes-là, déjà, on aurait peut-être gagné, parce qu'on serait enfin dans la situation où on aborde la question.